On attendait avec impatience parce que tant de choses à dire, évidemment, sur cette belle biographie de Kafka et sa traduction. Merci beaucoup d'être venus nombreux. Donc, je vous montre cette biographie en 3 tomes, dont chaque tome fait environ 1000 pages. Une aventure, évidemment, pour celui qui l'a écrit, Rainer Starr, et aussi pour celui qui l'a traduit, Régis Quatreçou. Ça ne tient pas tout seul, mais voilà, le visage de Kafka, tel qu'on le connaît, apparaît petit à petit. Un peu déformé. Oui, le voilà. Un peu déformé, bon. L'idée était bonne, la mise en pratique, non. Donc, Régis Quatreçou, je suis vraiment ravie de parler de ce travail monumental avec toi. Nous nous sommes rencontrés en 2021 lors du programme Goldschmidt, que vous connaissez peut-être, qui s'adresse à des jeunes traducteurs en début de carrière venant de France, d'Allemagne et de Suisse, dont vous avez pu rencontrer des participantes et des participants lors du trad dating hier. Tu es traducteur de l'allemand et de l'anglais. Tu as enseigné la traduction aussi à l'université de Strasbourg et tu as traduit des écrits d'artistes, Oskar Kokoschka, Baselitz et de Markus Lüpertz, parus aux éditions L'Atelier Contemporain. Et donc les derniers ouvrages parus sont donc les 3 tomes de cette biographie de Kafka. Tu en as déjà beaucoup parlé. C'est toujours un plaisir en fait de voir que les traducteurs maintenant sont mis en avant, que ce soit Olivier Manoni pour sa traduction de Mein Kampf, que ce soit le traducteur de l'opéra de Katsu, Alexandre Pato, et maintenant toi aussi en fait il y avait des interviews sur toutes les radios, les grandes chaînes de radio. Tu as été intervenu dans les podcasts aussi, notamment un très beau Métamorphose sur Kafka, un podcast en 5 épisodes qui a été diffusé sur France Culture. C'était comment pour toi en fait d'être comme ça catapulté, propulsé sur la scène du devant, évidemment de manière tout à fait méritée? C'était agréable, je dirais, dans l'ensemble. Non, je suis toujours très heureux de pouvoir parler de ce livre que j'ai voulu traduire pendant très longtemps avant que le contrat soit signé et que la traduction se fasse. Donc c'est un livre qui m'accompagne depuis longtemps et du coup toutes les occasions d'en parler sont bonnes et j'en suis ravi. Voilà. Nous allons entendre quelques extraits aussi, lus par Claude Mochitlover, que je ne présente plus en fait au festival, lecteur passionné justement du festival VOVF depuis 2017. Et Claude, tu es aussi dans le comité de programmation du festival. Voilà. Alors, ce projet a pris 18 ans à son auteur, Rainer Starr. La biographie sur Kafka a été éditée en Allemagne aux éditions Fischer entre 2002 et 2014. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas été fait dans un ordre chronologique. Le premier tome s'appelle Le temps des décisions. Je trouve ça très joli et qui comprend les années 1910 à 1915. Et c'est un moment particulièrement fructueux pour le travail de l'écrivain Kafka. Régis, j'imagine que c'est pour ça que le titre a été choisi, Le temps des décisions, parce que c'était décisif. Oui, tout à fait. Ce sont les années dans lesquelles Kafka prend des décisions qui vont être cruciales pour la suite de sa vie, la suite et la fin de sa vie, parce qu'il aura une vie malgré tout assez courte. La décision de devenir écrivain, tout simplement. La décision d'essayer de se marier, qui n'aboutira jamais. Donc voilà, ça c'est vraiment les années où, comment dire, après une longue adolescence, tout à coup se catalyse en l'espace de très peu de temps, ce qui fait la spécificité de Kafka. C'est ce moment-là vraiment où il devient écrivain après des essais un peu erratiques. Tout à coup, il trouve sa voix et il trouve ce ton qu'on connaît tous, enfin qu'on connaît quand on lit Kafka, qu'on connaît tous aujourd'hui, et qui trouve vraiment son identité dans l'écriture, quoi.
Voilà. C'était... Ouais. Mais peut-être que je peux du coup expliquer pourquoi c'est pas dans l'ordre chronologique, puisque c'est... Ouais. Oui, en fait, oui, tout à fait. En fait, c'est vrai. Donc, c'était le premier tome. Donc, comme le disait Régis, des moments très, très décisifs dans sa vie. C'est là qu'il a écrit son premier roman, Disparu, qui restera inachevé et qui paraîtra sous le titre d'Amérique en 1927, donc posthume. C'est pendant cette époque-là qu'il a écrit en une seule nuit, quasi d'une traite, Le Verdict, ce qui est perçu en fait comme la naissance de l'écrivain Kafka. Nous allons en parler plus en profondeur tout à l'heure. Quelques mois plus tard, il a écrit La Métamorphose, il a commencé l'écriture du Procès, et comme le disait Régis aussi, c'est pendant cette époque qui s'ouvre un chapitre très important aussi dans sa vie personnelle, parce que c'est là qu'il va rencontrer Felice Bauer, avec qui il aura une correspondance absolument impressionnante. Et c'est aussi l'époque où il décide de se fiancer avec elle pour rompre les fiançailles. Et il va essayer 2 fois justement de se marier avec cette femme, et de son propre gré, en fait, il décide de ne pas le faire parce qu'il veut se consacrer à l'écriture. Donc, certainement pas une décision facile. Le deuxième tome s'appelle Le temps de la connaissance, qui comprend les années 1916-1924, donc les dernières années de sa vie, l'annonce de sa maladie, c'était en 1917, je pense que oui, c'est ça, 1917. Oui. C'est ça, 1917, donc jusqu'à sa mort en 1924. Et le troisième tome, donc, est celui des années de jeunesse de Kafka, qui est né en 1883 jusqu'en 1910. Voilà, où Rainer Starr fait un travail, je trouve, remarquable, justement, sur une époque moins connue, justement. C'était difficile d'avoir des documents, c'était difficile de rassembler les informations nécessaires pour, justement, écrire cette partie-là de la biographie. Justement, Régis, tu voulais l'expliquer tout de suite. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette biographie n'est pas chronologique? Eh ben, je pense que tu as déjà largement défriché la question, à savoir la première chose, c'est que que Rainer Starr, quand il a voulu entamer cette biographie, s'est rendu compte que sur les premières années de la vie de Kafka, on avait assez peu de choses. Et à cette époque, l'héritage de son meilleur ami, Max Brod, n'était pas encore accessible au public. Et Rainer Starr soupçonnait évidemment que dans les papiers de Max Brod, qui contenaient aussi des papiers de Kafka, il pourrait découvrir de nouvelles sources d'informations sur la jeunesse de Kafka, parce que Brod et Kafka se sont connus très jeunes. Et malgré tout, il avait envie de se lancer dans cette entreprise biographique. Donc ça, c'était la première chose. Je vais commencer par les années qui sont le mieux documentées, parce que c'est là que Kafka commence d'écrire son journal. C'est là qu'il entretient cette correspondance, comme tu l'as dit, abondante avec Felice Bauer, qui nous donne une quantité d'informations absolument énorme sur son quotidien et aussi sur son passé, parce que Kafka se décrit à Felice Bauer, décrit son enfance, décrit sa jeunesse. Et c'est aussi là où il écrit ses premières grandes œuvres. Donc c'est vraiment des années pivots, des années sur lesquelles pour le coup on est très bien renseigné. Et puis je pense qu'il y avait une deuxième composante dans cette décision, c'est que du point de vue du prestige des œuvres que Kafka a écrites dans ces années-là, ce sont les années les plus importantes. Comme tu l'as dit, Le Verdict, qui est son premier texte qu'il considère lui-même comme vraiment abouti, La Métamorphose, Le Disparu, et ensuite plus tard, 2 ans plus tard, La Colonie pénitentiaire et Le Procès, qui sont en fait ses œuvres les plus iconiques. Et tout ça, il l'écrit dans une période concrètement de 2 ans, quoi, de 1912 à 1914. Donc je pense qu'il y avait aussi de la part de Rainer Starr, qui était contraint par le manque de sources, de mettre l'accent tout de suite pour capter l'attention du lecteur et des éditeurs, voilà, parce que c'est quand même une entreprise éditoriale considérable, de parler de ces années qui sont les plus riches et les plus fécondes, en un sens. Voilà. Rainer Starr, en fait, a découvert Kafka à l'école. Il en a parlé dans une interview. C'était notamment la lecture de ses journaux qui l'a totalement bouleversé. Et après, Kafka l'a plus jamais quitté. Il a écrit sa thèse sur Kafka, sur la relation que Kafka avait avec les femmes. Et après, il a édité en fait les œuvres de Kafka aux éditions Fischer.
Et c'est dans les années 90 seulement qu'il a réussi à convaincre les éditions Fischer justement de se lancer dans cette entreprise gigantesque. Et je pense qu'il ne savait pas au début qu'il allait mettre 18 ans, consacrer 18 ans de sa vie à cette biographie. Ce qui est intéressant, c'est que ça a tardé aussi en Allemagne, en fait, d'avoir une biographie sur Kafka. Kafka qui est tellement célèbre, tout le monde a lu Kafka, j'imagine. J'ai envie de te demander aussi, Régis, quelle était ta première lecture, ta première expérience avec Kafka ? J'ai lu Kafka relativement jeune. Le souvenir le plus marquant que j'en ai dans ma jeunesse, c'était la lecture du Château, donc en français, dans la traduction de Vialat, il me semble. Et c'était vraiment une expérience de lecture très étrange, parce que je pense que c'est une expérience que beaucoup de gens qui lisent Kafka font, c'est qu'au fond, ce que Kafka raconte et la manière dont il le raconte, c'est très clair. La langue est très claire, c'est pas un écrivain qui écrit une langue obscure. En revanche, sa logique souvent paradoxale, ses images souvent un peu étranges ou monstrueuses ont tendance à nous déboussoler un peu. Et on a l'impression qu'il nous parle un peu d'autre chose que ce qu'il est en train de raconter de manière très simple. Et donc j'avais cette double expérience à la fois d'une lecture de surface très simple. Le château, c'est pas une histoire très compliquée, c'est quelqu'un qui essaie de rentrer dans le château. Et en même temps, en dessous... Non mais c'est ça, hein, il ne fait que ça. Il essaie de rentrer dans le château pendant 7 jours et il n'y arrive pas. Mais par contre, j'avais l'impression qu'en dessous du texte, il y avait quelque chose que je comprenais pas, quoi. Vraiment que... Et bizarrement, c'est cette impression de mystère qui a fait que ce livre est resté très très important pour moi. C'est encore mon livre préféré de Kafka et peut-être mon livre préféré du monde. Voilà. Et en fait, voilà, ça a été ma première expérience de lecture. Et des années plus tard, je sais pas, 5 ans plus tard, j'ai commencé à le traduire vraiment pour moi, dans mon coin, pour essayer d'approcher, je pense, le mystère que je sentais dans ces textes, quoi. Voilà. Et c'est qu'il arrive à faire vraiment de manière très impressionnante aussi, Rainer Starr. Tu l'as rencontré, Rainer Starr ? Vous étiez en contact ? Oui, je l'ai rencontré au tout début du projet parce que j'ai été contacté par une documentariste qui s'appelle Ruth Silberman et qui a consacré une série de 4 épisodes aux femmes dans la vie de Kafka, à 4 femmes dans la vie de Kafka. Et Ruth m'a gentiment invité à jouer l'interprète pour son entretien avec Rainer Starr. Donc au moment même où je venais de signer le contrat, je l'ai rencontré. Et il a été présent tout au long du projet, c'est-à-dire que je lui ai posé une flopée de questions plus ou moins pertinentes, plus ou moins utiles ou inutiles. Et il a toujours répondu très très gentiment. Enfin, c'est quelqu'un qui est assez impressionnant pour ça, par sa passion du partage aussi, et sa grande pédagogie quand il présente Kafka, que ce soit dans des lectures telles que celle-ci, ou dans les universités, y compris dans les écoles. C'est vraiment quelqu'un qui est animé. Donc il a passé presque 20 ans à écrire cette biographie, mais comme tu l'as dit, il avait déjà fait sa thèse là-dessus, et maintenant il continue de commenter les œuvres de Kafka. Bref, il aura une vie kafkaïenne, quoi, de ce point de vue-là. Et pourtant, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, Régis, qu'il a hésité entre écrire une biographie sur Kafka ou sur Jimi Hendrix. Ça, je pense que c'est une légende. Ouais, mais j'aime bien. Ouais. Je vais dire oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc je disais, cette biographie a tardé à venir en Allemagne. Et on peut se poser la question pourquoi. Et Rainer Starr y répond peut-être de manière très drôle dans son introduction en fait, au premier tome de cette biographie. Et je vous propose en fait que Régis vous lise cet extrait qui vous montre bien en fait la posture qu'il a, très très humoristique en fait par rapport à son sujet aussi, Rainer Starr. Donc c'est le tout début du livre, du premier tome, l'introduction. La vie du docteur Franz Kafka, fonctionnaire des assurances et écrivain juif pragois, a duré 40 années et 11 mois. Sur ce total, son cursus scolaire et universitaire aura représenté 16 ans et 6 mois et demi, sa carrière professionnelle 14 ans et 8 mois et demi. À l'âge de 39 ans, Franz Kafka est parti à la retraite. Il est mort d'une tuberculose laryngée dans un sanatorium de la région de Vienne. Exception faite de séjours dans le Reich allemand, des excursions en fin de semaine pour l'essentiel, Kafka aura passé 45 jours à l'étranger.
Il a connu Berlin, Munich, Zurich, Paris, Milan, Venise, Vérone, Vienne, Budapest. Il a vu 3 fois la mer au total. La mer du Nord, la mer Baltique et la côte italienne de l'Adriatique. Il a été aussi témoin d'une guerre mondiale. Franz Kafka est resté célibataire. Il s'est fiancé à 3 reprises, 2 fois avec Felice Bauer, employée berlinoise, 1 fois avec la secrétaire pragoise Julie Wawrzyk. On lui connaît des relations amoureuses avec 4 autres femmes, auxquelles s'ajoutent des relations sexuelles avec des prostituées. Il a vécu un peu moins de 6 mois aux côtés d'une femme. Il n'a pas eu de descendance. Comme écrivain, Kafka aura laissé une 40aine de textes en prose inachevés, dont 9, au prix d'un généreux élargissement de la définition de ce genre, peuvent recevoir le nom de récits. Le verdict, le chauffeur, la métamorphose, dans la colonie pénitentiaire, un rapport pour une académie, première peine, une petite femme, un artiste jeuneur et Joséphine la cantatrice ou le peuple des souris. Dans l'édition critique de ses œuvres qui fait aujourd'hui référence, les textes que Kafka considérait avoir menés à bien occupent quelques 350 pages. Kafka aura en outre laissé près de 3400 pages de journaux et de fragments de nature littéraire, dont 3 romans inachevés. Selon les dispositions du testament qu'il a adressé à son ami Max Brod, l'ensemble de ces manuscrits devait être détruit, lui-même ayant fait disparaître un nombre non déterminé mais certainement considérable de cahiers. Brod, cependant, sans tenir compte des instructions de Kafka, a publié cet ensemble posthume quand il y a eu accès. Les quelques 1500 lettres de Kafka qui ont été conservées ont-elles aussi paru dans leur quasi-intégralité. Voilà, et après, il dit justement que en fait, quand on regarde la vie horizontale de Kafka, il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Il est mort à 40 ans, donc une mort complètement, une vie tronquée en fait. C'est là où on est censé être à l'apogée justement de son œuvre, de sa personnalité, etc. Pas d'enfant, il n'a pas été marié, il a habité en fait chez ses parents jusqu'à très tard. C'est que quelques mois avant sa mort en fait qu'il a réussi à quitter Prague pour s'installer à Berlin. Donc pour un biographe, pas beaucoup de choses à dire. Donc du coup, ça explique peut-être aussi pourquoi il n'y avait pas de biographie pendant très longtemps. Mais Rainer Starr, évidemment, il a dû inventer quelque chose, et ça, c'est aussi son mérite. Donc il a complètement révolutionné le genre de la biographie. Il a dit qu'il fallait faire une biographie verticale. Qu'est-ce que ça veut dire, Régis ? Effectivement, quand on regarde, comme il le fait de manière assez disons, humoristique sur le mode du sommaire, quand on regarde la surface de la vie de Kafka, on peut avoir l'impression qu'il a eu une vie nulle. Vraiment, mais une vie nulle, je me rendais pas compte, mais je veux dire une vie zéro, quoi. Une vie zéro qui s'est arrêtée assez vite. C'est Starr qui le dit, hein, comme ça, c'est un raté. De notre point de vue, aujourd'hui, il faut avoir fait ci et ça et ça. Donc, il joue justement avec ces termes. Oui, et je pense que ce qui a retardé l'écriture d'une biographie, c'est aussi le fait que, quand on regarde la simple surface de cette vie ou la superficie, on se dit que Kafka a une vie relativement pauvre. Hein. Et quand on lit en plus, même quand ses journaux et ses lettres ont paru, lui-même passe un tel temps à expliquer qu'il est malheureux, qu'il n'arrive pas à s'émanciper, qu'il n'arrive pas à être libre, que lui-même a entretenu à ses propres yeux cette image d'anonymat, cette image de nullité, cette image de pauvreté. Et si bien que beaucoup de gens, parmi les premiers exégètes, l'ont cru sur parole. En fait, ils se sont dit, en fait, Kafka, c'est cet exemple sans précédent d'une vie absolument nulle et en même temps d'une fulgurance d'imagination délirante. C'est Hannah Arendt qui parlait, dans le cas de Kafka, d'une inversion du rapport entre expérience et imagination. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Kafka n'a rien vécu, mais qu'il a, en vertu d'une forme d'inspiration, créé des univers totalement, qui nous parlent à tous et toutes. Et c'est ce paradoxe-là que Rainer Starr a voulu explorer, en se disant, quand même, tout ça, ça vient de quelque part, et il va bien falloir trouver d'où ça vient, parce que le génie, je n'y crois pas. Le génie, c'est une notion fumeuse, donc on va aller creuser. Mais Starr s'est appuyé sur une quantité de matériaux qui étaient... Starr, c'est un génie de la synthèse, je dirais. Il a réussi
à synthétiser un savoir qui était déjà présent grâce à des chercheurs qui ont mené un travail de fourmi sur la vie de Kafka, mais lui a réussi à condenser tout ça dans une forme narrative qui est romanesque au sens où il y a un souffle épique, mais qui n'est pas romanesque au sens où il invente des choses. Et donc voilà, il a tout synthétisé et il nous donne ce récit qui a un vrai souffle. Voilà. Justement, cette verticalité, il va à l'intérieur, cette recherche de Kafka, cette analyse, auto-analyse. C'était un observateur quand même hors pair qui s'inspirait de tout ce qu'il voyait pour en faire cette œuvre tout à fait particulière. Je propose justement qu'on va assister à la naissance de l'écrivain Kafka, parce que Rainer Stark explique justement d'où vient cette écriture si particulière. Comment est-ce qu'on en arrive là, avec ce moment qui a été vécu comme une libération pour Kafka, qui arrive enfin, justement, qui avait déjà publié des nouvelles dans les revues littéraires, mais qui arrive enfin à écrire, à être dans un flux comme ça de sa pensée pendant une nuit extraordinaire. Cette histoire, le verdict, je l'ai écrite d'une seule traite, dans la nuit du 22 au 23, entre 10h du soir et 6h du matin. J'avais les jambes si raides à force d'être assis que c'est à peine si j'ai pu les retirer de dessus le bureau. Le terrible effort et la joie à mesure que l'histoire se déployait devant moi, que je fendais les os. Plusieurs fois au cours de cette nuit, j'ai porté tout mon poids sur mon dos. Comme tout peut être tenté, comme toutes les idées, même les plus étranges, sont attendues par un grand feu où elles disparaissent et renaissent. Quand la bonne est passée pour la première fois dans l'antichambre, j'écrivais la dernière phrase. Éteins la lampe, clarté du jour. Les légères douleurs au cœur, la fatigue qui disparaît au milieu de la nuit. Mon entrée tremblante dans la chambre de mes sœurs. Lecture à haute voix. Comment je me suis étiré devant la bonne en disant « J'ai écrit jusqu'à maintenant ». La vision de mon lit intact, comme si on venait de le déposer là. La certitude confirmée que je me trouve dans les bas-fonds honteux de l'écriture quand j'écris mon roman. Il n'y a qu'ainsi qu'on peut écrire, avec une telle cohérence, avec une ouverture aussi totale du corps et de l'âme. Ce qui enthousiasma Kafka en premier lieu, c'était l'état mental dans lequel il avait réussi à se maintenir jusqu'à la dernière phrase, entre oubli de soi et hallucination d'une part, et concentration et contrôle d'autre part. Le verdict était fruit de cohérence. Ce simple fait semblait à Kafka un indice essentiel de la perfection et de l'authenticité de sa création. Et s'il n'éprouva jamais le moindre doute au sujet de cette vision nocturne, alors même qu'il ne savait comment l'interpréter, c'est avant tout parce qu'elle l'avait porté à un degré nouveau d'intensité créatrice. C'était une éruption sans égale dans l'histoire de la littérature mondiale. D'un seul coup, apparemment sans préalable et sans prémisse, l'univers de Kafka était là, peuplé de tous ces éléments kafkaïens qui confèrent à l'œuvre son unité sérielle incomparable. L'instance paternelle, à la fois toute puissance et sale, la rationalité creuse qui caractérise le point de vue du personnage, la superposition de structures juridiques au monde quotidien, la logique onirique du récit et enfin, non des moindres, la spirale d'un flux narratif toujours à contre-courant des attentes et des espérances du héros. Avec le verdict, il avait pour la première fois couplé le thème, l'imagerie et la trame d'un de ses textes au mobile même de l'écriture et ainsi provoqué un court-circuit entre la littérature et la vie. Et la clarté étincelante que produisait ce court-circuit, il la nomma indubitable. Merci beaucoup. Voilà un moment crucial dans sa vie. Je pense que c'est ça qui lui a donné confiance aussi dans son écriture. Il n'a plus jamais remis en question en fait, le fait d'être écrivain, n'est-ce pas ?
Non, non, il l'a plus jamais remis en question. Il a plus jamais, comme l'extrait le dit très bien. Merci beaucoup pour la lecture. Euh, Comme il le dit très bien dans ce passage, Kafka n'a jamais remis en cause le verdict qui est le premier écrit qu'il a jugé digne d'être publié, mais le premier écrit qu'il a fait publier. Alors même qu'on peut estimer rétrospectivement, quand on le lit, que c'est pas son texte le plus fort, mais pour lui, c'était l'état dans lequel il l'avait écrit qui comptait. C'est-à-dire que pour lui, ce qu'il avait écrit là, il était dans un tel état mental, un tel état psychologique, que ça ne pouvait pas être remise en question. C'était une certitude, j'imagine que dans d'autres contextes, on pourrait nommer ça inspiration, quoi, une inspiration presque divine. Et c'est quelque chose qui revient parfois dans les écrits de Kafka, dans ses journaux. Il parle de conscience supraterrestre ou de choses comme ça. C'est rare qu'il utilise des mots aussi forts pour parler de son écriture, mais quand il en parle, c'est ça qui justifie à ses propres yeux ces tentatives qu'il juge souvent ratées dans l'écriture. C'est de parvenir à une forme d'ouverture qui lui permet de puiser dans son expérience. Il dit voilà, tout peut être. Il existe un grand feu dans lequel tout peut être jeté et tout renaît sous une forme nouvelle. Et donc, je pense que c'est ça qui justifie aussi le défi du biographe, c'est de comprendre en fait quels sont les éléments qui jettent dans ce feu et qu'est-ce qui en ressort. Voilà. Et effectivement, Kafka, un certain nombre de fois dans sa vie, est parvenu à cet état, estime y être parvenu. C'était rare à ses propres yeux. Et c'est ça qui lui faisait s'accrocher à sa vocation littéraire, effectivement. Il faut aussi se souvenir de l'exigence qu'il avait, Kafka, en fait. Quand il était encore lecteur, pas encore écrivain, il disait à un ami, ils étaient enfants, hein, Oscar Polak, qui était son premier grand ami, qui ne lisait que des livres qui vous mordent, qui vous piquent. Pas la peine de lire autre chose si ces livres nous réveillent pas par un gros coup de poing sur le crâne. Et après, il y a la fameuse phrase qu'il a dit plus tard, le livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous. Voilà l'exigence qu'il avait lui-même. Je propose qu'on passe à l'extrait suivant, justement, qui en dit encore plus sur sa conscience d'être écrivain et du rôle de la littérature. Kafka n'est pas écrivain parce qu'il a plus ou moins bien réussi telle ou telle chose, ni simplement parce qu'un désir ou même un besoin le pousse à prendre la plume, mais parce qu'il n'a plus besoin de convoquer les forces nécessaires. Elles sont hors de doute. Il les sent. Elles sont là. Et l'échec d'un texte n'est pas le signe d'un épuisement de ses forces. Il ne signifie plus rien, si ce n'est que l'écrivain s'est laissé jeter à bas, de même qu'un cavalier peut tomber d'un cheval qui, malgré tout, lui appartient toujours. Même s'il n'ose plus jamais se remettre en selle ? Oui. Dans ces dernières années, Kafka a ouvertement reconnu la possibilité d'être écrivain et de se taire. À cette réserve près, dit-il, qu'un écrivain qui n'écrit pas est une monstruosité qui appelle la folie. Et c'est à l'été 1913, donc au moment où s'effondra tout ce qu'il pensait avoir atteint sur le plan de la vie, de l'amour et d'un futur mariage, au moment où émergea en lui, en même temps que la peur de se lier, le soupçon encore plus grave, car incommunicable, que les lettres consumaient déjà à elle seule toute l'énergie destinée à l'écriture nocturne, c'est à ce moment-là, entre tous, qu'il poussa l'identification et l'écriture à un degré extrême et peut-être sans équivalent dans l'histoire de la littérature germanophone. Même avec toute la bonne volonté du monde, nous semble-t-il, Félicé n'aurait pu le suivre dans cet air raréfié. Il était littérature et ne pouvait être rien d'autre, écrivait-il. À bien y regarder, n'était-ce pas déjà un adieu ? Cette phrase, il la répéta d'abord une semaine plus tard dans les Bouches de la Lettre, qui, espérait-il, réveillerait enfin le père de Félicé. Puisque je ne suis rien d'autre que littérature et ne peut ni ne vais être rien d'autre. Et quelques jours après,
Tout mon être est dirigé vers la littérature. J'ai maintenant cette direction rigoureusement jusqu'à ma 30e année. Si je m'en écarte une fois, je ne vis plus. La littérature ou rien. La littérature ou la mort. C'est bien ça, il envoie sa lettre et Félicé, qui semble encore croire Kafka capable de changer, reçoit à son tour une ultime mise au point. Pas un penchant pour l'écriture, Félicé, chérie, pas un penchant, mais moi, absolument. Un penchant, on peut l'éradiquer ou le réprimer, mais cela, c'est moi-même. Très émouvant, justement, cet extrait qui a mené, justement, Kafka à rompre les fiançailles avec Félix. C'est à ça qu'il fait référence. Je pense qu'il a même écrit une lettre au père de Félix, non, pour expliquer ce choix, pour expliquer qu'il ne sera pas un bon mari, pas comme les autres, parce qu'il ne vit que pour la littérature. Donc on voit tout ce poids de cette décision, pour lui, l'écriture, c'est existentiel, justement. La littérature, c'est existentiel. Oui, alors, j'irais même plus loin. En fait, sa demande en mariage, il l'a fait par lettre. Il faut savoir, avec Félicé Bauer, au total, ils ont dû se voir, je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais ils ont dû se voir 3 semaines en 5 ans de relation. Vous voyez. Et le reste de cette relation s'est déployé dans des centaines de lettres. Mais donc sa demande en mariage, c'est en fait une non-demande en mariage. Il lui demande en mariage et en même temps, il lui explique... Cette lettre est très très longue et il lui explique toutes les raisons pour lesquelles elle devrait refuser, quoi. Donc, mais en même temps, voilà, quand on lit ce passage-là, je vous invite à vous garder de l'envie de romantiser la vocation d'écriture de Kafka et à pas en faire un écrivain romantique hanté par la littérature comme ça, d'un bout à l'autre de sa vie, parce que c'est pas vrai. Et c'est ça qui fait la valeur de cette biographie, c'est que Rainer Starr ne croit pas Kafka sur parole. Et Dieu merci, parce que sinon ça serait une biographie ça serait écrire sous la dictée de Kafka, et c'est ce que reproche Rainer Starr à pas mal c'est ce que Rainer Starr reproche à pas mal d'autres de gens qui écrivent sur Kafka. C'est-à-dire que cette lettre-là, il l'écrit, enfin ces déclarations-là extrêmes sur son identification à la littérature, qui représente en fait une toute petite portion de sa vie, il les écrit au moment où il demande Félicé en mariage et où en fait il n'a pas vraiment envie de se marier avec elle, ou en tout cas il a envie mais il n'a pas envie. Enfin, c'est un être vraiment écartelé entre sa vocation d'écrivain et son envie de se marier, de faire partie du monde, disons, normal, et du monde bourgeois aussi, des normes bourgeoises qui pèsent sur lui. Et Rainer Starr, comme on l'entend assez bien dans cet extrait, fait jouer en fait l'identification de Kafka par rapport à la situation dans laquelle il se trouve, qui est en fait de faire comprendre à sa fiancée que ça serait bien quand même qu'elle lui dise non, quoi. Ça lui ôterait le poids de la responsabilité et ça leur permettrait en fait de respirer un petit peu, parce qu'au moment où il la demande en mariage, ça y est, le pas est franchi, et pour lui ça devient très urgent. Cette question devient incontournable et il aimerait bien dénouer le nœud en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'il en arrive, en tout cas c'est l'hypothèse de Starr, et moi j'aurais tendance à le rejoindre là-dessus, c'est pour ça qu'il en arrive à des déclarations aussi extrêmes. C'est parce que par la suite dans sa vie, Kafka a travaillé l'opposition entre l'écriture et la vie d'une manière beaucoup plus complexe, en disant quand j'écris, en fait je ne vis pas, je ne suis pas vraiment parmi les autres. Donc ce rapport à l'écriture, il est assez fluctuant et il atteint dans ces moments-là une dimension très extrême, mais voilà. Il y a 3000 pages de biographie, vous aurez l'occasion de voir que ça varie beaucoup, que ça fluctue beaucoup dans la tête de Kafka sur ce point-là aussi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir justement mis un peu les points sur les i, si j'ose dire, en fait. Ne pas écrire sous la dictée de Kafka, c'était justement le but de Rainer Starr. Ce qui est intéressant, c'est que Rainer Starr n'arrête pas de dire à quel point Kafka est moderne, en fait, qui nous parle aujourd'hui, contemporain, justement, ce conflit entre une reconnaissance
une vie artistique et quand même ce poids très bourgeois de faire comme les autres, de se marier, c'est quelque chose qu'on connaît très très bien, même si, toute proportion gardée, c'était encore beaucoup plus difficile pour Kafka qui venait d'un milieu très bourgeois, avec ce père commerçant qui est devenu riche justement, qui attendait de son fils aîné de reprendre les affaires familiales. Kafka qui avait quand même très vite senti cette vocation d'écrivain, qui essaye de faire un peu ce qu'on lui demande en faisant des études de droit à Prague, et qui a mis du temps en fait à s'émanciper. Donc c'est quelqu'un qui nous parle beaucoup aussi pour plein d'autres choses. Oui, puis l'époque dans laquelle il a vécu n'est pas si loin de nous, en fait. Kafka, il a vécu il y a un siècle, et il est encore assez proche de nous, et je pense que on est héritier aussi de l'histoire, parce qu'il a vécu la Première Guerre mondiale, et il a vécu les années qui ont suivi, il est mort en 24, où le fascisme commençait déjà à monter en Europe, et c'est des choses dont on ne s'est pas encore débarrassé. Et lui-même, dans son écriture, dans ses livres, a mis au jour des mécanismes, disons, psychiques et sociaux qui continuent, je pense, de travailler nos sociétés. La modernité de Kafka, finalement, quand on se penche, comme le fait Rainer Starr, sur les ressorts de son époque, évidemment, il y a d'énormes différences qui sont totalement incontestables, ne serait-ce aussi que l'inscription de Kafka dans le monde de l'Autriche-Hongrie, qui est un empire qui a disparu, ou son inscription dans le monde juif, qui évidemment ne peut pas être partagé par tous les lecteurs. Donc il y a d'énormes différences. Mais ce que nous montre bien Rainer Starr, c'est aussi en quoi Kafka est vraiment branché sur son monde, beaucoup plus qu'on pouvait l'imaginer. Il est vraiment très attentif à ce qui se passe autour de lui, même si c'est pas un analyste théorique très poussé. C'est quelqu'un qui a une sensibilité sismographique aux événements autour de lui, et donc il débusque en fait des dynamiques qui continuent, en fait, je pense, d'agir dans nos sociétés, et c'est ça qui fait sa modernité aussi. Donc à la fois montrer à quel point justement il est proche de nous, mais aussi déconstruire les clichés. Tu en as déjà en fait parlé un petit peu. Justement, on a toujours cette image de Kafka un peu abstraite, Kafka coupé de son monde. Ça, c'est quelque chose qui revient systématiquement. Et on va vous lire un troisième extrait qui a pu y contribuer justement à cette image de quelqu'un qui, je vais situer un peu l'extrait, Claude, oui. Qui en pleine guerre, Première Guerre mondiale, à laquelle il n'a pas participé directement, il n'a pas été sur le front, va à la campagne chez sa sœur, reculer justement de tout ça pour se livrer à une réflexion sur la métaphysique, sur la religion. Donc justement, vous allez entendre l'extrait et ça laisse penser justement qu'il n'était pas très connecté avec son époque. À l'heure où tout s'effondre, où l'histoire mondiale s'accélère, où des millions d'individus pris dans le maelstrom se voient livrés au pur hasard, à l'heure où l'histoire se répand en un nombre inimaginable d'histoires hallucinantes, voici un écrivain qui décide de ne plus raconter et de se consacrer à ce qui semble atemporel, aux choses dernières, le bien et le mal, la vérité et le mensonge, la vie et la mort. Il se peut que dans ces notions, Kafka ait cherché un ultime repère, et on peut comprendre qu'il n'ait pas toujours su lui-même s'il y allait d'une forme de connaissance dernière ou d'une dernière tentative pour se sauver lui-même. Il assistait à une crise universelle qui défiait l'imagination, à une guerre mondiale, au délitement de la société et de ses valeurs, à la déliquescence de son propre pays. Il y assistait en outre depuis une position exposée, celle des Juifs, qui s'étaient mis à trembler sur ses bases alors que le monde reste du monde se croyait encore sur un sol ferme. Enfin, il subissait au même moment l'irruption d'une autre crise tout aussi menaçante, mais absolument
intime celle-là, une atteinte à son corps qui, tout à coup, s'était mise à saigner. Autant que ces lettres de Tsurao, les méditations de Kafka nous montrent qu'il était bien conscient de ce double choc. Il savait qu'il ne suffisait plus, dans telles circonstances, de se justifier face à son tribunal intérieur, face à sa fiancée ou à quelques amis bienveillants, car même les métaphores les plus puissantes et les plus persuasives, notamment le vocabulaire du combat dans ses dernières lettres à Félicée, ces métaphores sonnaient faux, d'une façon presque imperceptible et pourtant indéliable, dès lors qu'elle débouchait sur une mythologie exclusivement privée, une mythologie purement intérieure. Kafka comprenait que le travail de la réflexion, s'il le prenait au sérieux, le déportait inévitablement hors du système de référence de son destin individuel. Il devait s'abandonner à cette force centrifuge. Il ne voulait plus seulement savoir qui il était, comment il était et pourquoi. Il voulait savoir où était sa place dans ce maelstrom qui désintégrait tout. Dans les méditations de Tsurao, nombre de fragments signalent en toute clarté que ce qui motive Kafka est tout sauf une quête de connaissance abstraite et impersonnelle. Il veut penser conjointement l'intime et l'actuel. Il cherche à se situer dans son temps, recherche un lieu où il pourra spirituellement survivre. Kafka agit comme un homme vêtu de guenilles qui, las de cacher sa nudité à gestes maladroits, décide de monter sur scène, là où la nudité cesse d'être honteuse, pour devenir signifiante. C'est la tuberculose qui lui a ouvert, explique-t-il, cette issue, dit-il, qui consisterait à avouer, non seulement privé, non seulement en aparté, mais franchement par mon attitude, que je ne peux pas faire mes preuves ici. La conséquence la plus directe serait que je me tienne, que je ne m'éparpille pas dans l'absurde, que je garde le regard libre. À Tsurao, Kafka franchit ce pas. Ce qui lui semblait une issue déboucha sur une vision nouvelle et bouleversée de sa propre existence. L'assurance qu'il en retira fut énorme, et ce regard libre, inespéré, lui permit d'entrevoir une indépendance qui lui sembla miraculeuse après son combat perdu pour Félicée, après toutes ces années d'autosuggestion névrotique. D'un coup, il avait ouvert une fenêtre. L'air qui s'y engouffra fut glacial, trop froid peut-être pour qu'il puisse le supporter et y vivre longtemps. Mais pour l'heure, il n'y songeait pas. C'était le temps de la connaissance. Il le dit. Ce n'est pas de l'indolence, de la mauvaise volonté, de la maladresse qui me fait échouer ou même pas échouer en tout. Vie de famille, amitié, mariage, métier, littérature, c'est le manque de sol, d'air, de commandement. Les créer est ma tâche. C'est même la tâche la plus primordiale, ou du moins son reflet. De même qu'en gravissant une hauteur où l'air est rare, on peut prendre pied tout à coup dans la lumière d'un soleil lointain. Mais ce n'est pas non plus une tâche exceptionnelle. Je n'ai rien apporté de ce qu'il faut pour vivre, seulement la faiblesse humaine ordinaire, et par celle-ci, j'ai absorbé vigoureusement le négatif dans mon époque dont je suis très proche, et que j'ai le droit non pas de combattre jamais, mais de représenter dans une certaine mesure. Quant au peu de positif, je n'en ai hérité aucune part. Je n'ai pas été introduit dans la vie par la main certes déjà lourde et déclinante du christianisme, comme Kierkegaard, et je n'ai pas saisi tout juste la dernière frange du châle de prière juif en train de s'envoler comme les sionistes. Je suis fin ou commencement. Merci beaucoup.
me disais justement, Régis, que par rapport à cet extrait, il y a aussi le rôle de Max Brod, en fait, qui rentre en ligne de mire. Max Brod qui disait de Kafka que c'était un écrivain juif, un écrivain justement qui s'intéressait beaucoup à la religion. Et je pense que c'est aussi un des atouts de Rainer Stark de s'en émanciper un peu, non, de ce rôle de Max Brod qui était donc son ami, son éditeur. C'est grâce à Max Brod qu'on a ces œuvres de Kafka, parce qu'il lui avait demandé en fait de tout détruire à part quelques œuvres qu'il avait lui sélectionnées après sa mort. Et en fait il avait pendant très longtemps une espèce de Deutungshochheit, je ne sais pas, le privilège justement d'interpréter lui son ami, la vie de son ami Kafka. Alors peut-être faudrait rajouter 2-3 mots de contexte à propos de ce passage. C'est le Kafka se réfugie à Tsurao après sa première hémorragie qui révèle sa tuberculose en fait. Ça veut dire qu'il cesse d'aller à son travail, et d'ailleurs il faut qu'on parle de son travail juste après. Ouais. Donc il quitte son travail, il part en congé maladie tout simplement, et il va s'isoler à la campagne chez sa sœur sa sœur Otla, qui est en train de se lancer dans l'agriculture. Et de cette période-là, de ces quelques mois à Tsurao, de l'hiver 1917-1918, date ce qu'on appelle aujourd'hui les aphorismes de Tsurao, qui est un titre évidemment qui ne vient pas de Kafka parce qu'il n'a jamais montré ses textes à personne, mais qui a été un texte, c'est le terme un peu générique qu'on a donné à ces tout petits fragments. Et dans ces tout petits fragments, Kafka parle effectivement dans un vocabulaire souvent emprunté à la Genèse, donc un vocabulaire qui est empreint de traditions religieuses, de la vie, de la mort, du bien, du mal, du serpent, de l'homme et de la femme, qui parle de catégories métaphysiques, etc. Donc il part dans des réflexions qui paraissent très abstraites et quasi métaphysiques, comme tu l'as dit. Et en fait, Max Brod, qui, comme tu l'as dit, avait été le meilleur ami de Kafka, son exécuteur testamentaire ou son non-exécuteur testamentaire, a bénéficié de ce privilège de dire qui était Kafka et comment on doit lire son œuvre. Et lui, à partir de ces textes qui paraissent effectivement très concentrés et utilisés d'un vocabulaire très philosophique, a décidé que c'était les textes dans lesquels Kafka disait la vérité de son œuvre. En fait, il les a placés au centre de l'œuvre de Kafka. Dans la mesure où il y avait un vocabulaire religieux et philosophique très prononcé dans ces textes, il a dit Kafka était un penseur religieux et plus précisément un penseur juif. Bon, et évidemment, cette thèse n'a pas tenu très longtemps face aux spécialistes, et elle a été remise. On n'a pas attendu Rainer Stark pour la remettre en cause, on s'en est assez vite rendu compte. Voilà, donc Max Brod a joué un rôle là-dedans, et effectivement, il a non seulement Rainer Stark, mais tout le monde s'est assez vite émancipé de la lecture de Max Brod parce qu'elle était assez. Ça tient pas debout. Kafka n'est pas un penseur religieux, c'est difficile à tenir comme thèse. En même temps, dans ce passage, Starr nous explique que ces textes qui paraissent très abstraits et coupés de la réalité sont en fait justement une tentative pour Kafka de trouver sa place et de définir sa position dans un monde qui est en plein effondrement. Et effectivement, on a peut-être du mal à se rendre compte aujourd'hui. Mais Kafka sortait d'une relation de 5 ans qui a échoué, où il a été 2 fois fiancé, il n'a pas réussi. Donc oui, j'ai oublié de dire qu'au moment de la tuberculose, il rompt avec Félicée, évidemment. Il s'isole à la campagne. Donc en fait, tout son monde, que ce soit le monde social qu'il a connu, que ce soit le monde juif qui commence à bouger beaucoup parce qu'il y a eu la déclaration Balfour qui va déboucher plus tard sur la fondation d'Israël. Il y a la Première Guerre mondiale qui est évidemment omniprésente. L'antisémitisme. Et l'antisémitisme aussi, qui va s'affirmer encore plus violemment à partir de la fin de la guerre. Bref, tout ça, en fait, tout le monde de Kafka, et non seulement de Kafka, mais tout ce monde austro-hongrois, l'empereur est mort aussi, bref. C'est vraiment une époque de cataclysme. C'est un cataclysme social et historique. Et Kafka, en fait, à ce moment-là, se raccroche à des catégories qui peuvent paraître très coupées du monde, quoi. Et en fait, c'est juste qu'il cherche une position spirituelle tenable dans cette époque-là. Voilà, donc ça c'est pour l'époque de Tsurao, mais une chose sur laquelle il faut insister, puisqu'on parlait de la position de Kafka dans son époque et du fait qu'il était très attentif. Tu veux dire un mot peut-être? Non, pas du tout, je te laisse, mais tout à fait, je suis d'accord avec ce qui va venir. Ouais, je suis déjà d'accord avec ce que je vais dire, c'est incroyable.
Non, Kafka était en fait beaucoup plus au courant de ce qui se passait dans le monde social de la Bohème et de Prague et même de l'Empire austro-hongrois que beaucoup d'autres gens, parce que il était fonctionnaire des assurances contre les accidents du travail, c'est-à-dire qu'il représentait des assurances étatiques qui étaient chargées, comme aujourd'hui, si vous voulez, de défendre les travailleurs en cas d'accident du travail. Donc il passait son temps à aller visiter, une bonne partie de son temps, à aller visiter des usines dans le nord de la Bohème et à voir en fait les rapports de force entre ouvriers et patrons, à voir dans quelles conditions les ouvriers travaillaient, à recevoir dans son bureau des gens qui souffraient de mutilations aux membres ou au visage suite à des accidents du travail. Donc déjà, il avait une connaissance assez poussée, même s'il n'en parle absolument pas dans son journal et dans ses lettres, ou presque pas, du monde social. Mais en plus, à partir de 1915, on a commencé à envoyer dans son bureau et aux assurances contre les accidents du travail des mutilés de guerre. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, il y a des gens qui reviennent en masse du front et qui sont devenus inutilisables pour la vie civile parce qu'ils ont été défigurés tout simplement. Alors à qui on va confier ces gens? Qui va se charger de les reformer, disons, et de les réinsérer dans la vie civile? Eh ben, on va faire appel aux assurances qui déjà en temps normal s'occupent de réinsérer des gens qui ont été victimes d'accidents du travail. Donc à partir de 1915, Kafka voyait quotidiennement dans les locaux des assurances défiler des mutilés de guerre, savait très bien à quel genre de traitement ça donnait dans certaines cliniques de Prague pour essayer de soigner les troubles mentaux des soldats revenus du front. Donc, et quand on sait tout ça et qu'on lit La colonie pénitentiaire, par exemple, les rapports sont assez évidents. Kafka était beaucoup plus au courant que la plupart des gens, que la plupart de ses amis, de ce qui se passait autour de lui. Voilà. Et ça, c'est une découverte assez tardive, en fait, dans la réception de Kafka, et qui nous montre que ce qui irrigue les logiques psychosociales, qui décortiquent dans ces textes, c'est ça, c'est potentiellement ça. En tout cas, c'est tout simplement sa position de fonctionnaire des assurances qu'il haïssait par ailleurs, mais qui lui donnait une vision très claire des dynamiques en cours liées à la guerre mondiale, etc. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que Kafka n'était pas du tout coupé du monde. Il était au contraire beaucoup plus dans le monde que la plupart de ses amis écrivains qui étaient presque exclusivement occupé de littérature et du milieu littéraire, quoi. Voilà. Tu le disais, en fait, lui-même, il détestait ce travail, mais il n'était pas détesté du tout par ses collègues, en fait. Au contraire, c'était quelqu'un qui était apprécié, c'était quelqu'un qui a monté aussi les échelons, qui a une carrière, en fait. Donc, justement, il était dans la vie. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à ce que tu disais, justement, ces soldats qui venaient dans son bureau, qu'il rencontrait, c'est très probable, je ne sais pas si ça a été prouvé, mais qu'il a été contaminé par la tuberculose comme ça. Voilà, la Première Guerre mondiale avait des conséquences mortelles pour lui, même si ce n'est pas directement. Et lui, en même temps, n'en parle pas comme ça. C'est-à-dire que lui a cette tendance, et c'est ça qui nous déporte, qui nous éloigne de sa biographie, des faits biographiques, avait visiblement cette compulsion et ce besoin de reformuler ce qui lui arrivait dans des termes, vous voyez l'extrait, le dernier passage que nous a lu Claude, avait besoin de reformuler ça dans des termes, dans les termes qui sont déjà ceux de la littérature, et de se créer son propre mythe existentiel, en quelque sorte, de se réinventer dans la littérature. Et c'est pour ça que quand on lit Kafka, on n'est pas tout de suite porté à se dire « Ah oui, il a dû vivre ceci ou cela ». Non, on a l'impression que c'est lui qui s'invente. Voilà. Et en fait, le travail du biographe... Alors, je pense pas... je suis même sûr que Rainer Starr n'a pas la prétention de dire la vérité sur Kafka, évidemment. Ça serait absurde. Mais essayer d'étendre la recherche au maximum pour voir ce qui a pu irriguer cette manière d'être et cette manière de penser qui en fait un phénomène. Kafka, c'est un phénomène vraiment singulier. Justement, tu as fait une interview, très belle interview avec Rainer Starr, qui va paraître, qui est déjà parue à la revue Europe 1. Oui, elle va paraître dans la revue Europe dans les prochains mois, je ne sais pas exactement quand, malheureusement, mais effectivement, au terme de ce travail de traduction, j'avais des questions sur la méthode du biographe, parce que voilà, c'est un aspect qu'on ne met pas beaucoup sur la table, disons, quand on parle de ce livre, parce que ce qui nous intéresse, c'est évidemment Kafka.
Mais la méthode du biographe est quand même assez particulière. Comment on réussit, déjà comment on consacre 20 ans de sa vie à un autre individu, ça c'est quand même une première chose, mais comment on reconstitue à partir de documents écrits très fragmentés et à partir de toutes ces dimensions sociales, culturelles, historiques, artistique, etc. Comment on arrive à faire le portrait d'un individu. Donc j'ai posé pas mal de questions à Rainer Starr et ça va paraître dans la revue Europe, mais dans les prochains mois, je ne sais pas exactement. Ouais, très intéressant. Justement, Rainer Starr, il explique que justement, un biographe, il est historien, il s'est intéressé à la psychanalyse, mais pas que, aussi à d'autres courants de la psychologie, comme la théorie de l'attachement, par exemple, pour comprendre pourquoi Kafka il n'était pas capable justement d'un engagement, par exemple, conjugal, en expliquant que en fait, Kafka, il avait 2 frères qui sont morts avant lui, donc il restait l'aîné. Il a très vite vu en fait disparaître des êtres. Il a grandi dans une famille où les 2 parents ne faisaient que travailler. En fait, ils consacraient complètement leur vie à leur commerce. Donc c'était un enfant aussi très très seul, qui n'avait pas de figure d'attachement suffisamment stable, important. Là, Claude, ça va te parler aussi de par ton passé de psychologue, voilà, pour justement avoir confiance dans les relations humaines. Et Rainer Starr, il fait tout ce travail-là, entre autres, et encore beaucoup plus. Il dit par exemple que pour lui, l'histoire, c'est pas comme un décor de théâtre. Pour lui, il se voit plus comme un cinéaste, justement, qui zoome, qui parfois, justement, explique le contexte. Tu en as parlé, justement, l'Empire austro-hongrois qui a disparu, la vie à Prague, justement, des Juifs qui étaient une minorité. En plus, Kafka était de langue allemande, justement, dans une ville où on parlait majoritairement le tchèque. Tout ça, en fait, il le prend en considération. Parfois, il fait un zoom là-dessus et après, il s'en éloigne justement pour contextualiser, pour expliquer comment tout ça, ça a influencé la vie et l'écriture de Kafka. Oui, oui, tout à fait. Il dit que la biographie, c'est le genre interdisciplinaire par excellence. C'est-à-dire que quand je veux parler d'un individu, il part du principe, il part du postulat qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un si on ne comprend pas le monde dans lequel il a vécu. Donc, et plus la distance historique est grande, plus ça devient compliqué et plus la nécessité de brasser large est grande. Et donc, il dit, si je veux savoir dans quelle mesure Kafka était ancré dans le monde juif, il faut déjà que je sache ce que c'était le monde juif à cette époque et ce que c'était en particulier le monde juif à Prague. Si je veux savoir comment il a vécu la Première Guerre mondiale, il va bien falloir que je sache comment on a vécu la Première Guerre mondiale dans l'Empire austro-hongrois, disons dans le monde germanique, dans l'Empire austro-hongrois, puis à Prague, puis parmi les Juifs de Prague. Donc il y a un système d'échelle comme ça qui est très intéressant chez lui. Et effectivement, je pense qui a demandé autant de temps à Rainer Starr, c'est de s'immerger en fait, et c'est là que je dis que c'est à mon avis un génie de la synthèse, c'est de s'imprégner de tout ce matériau et d'arriver à lui donner une forme narrative assez passionnante. Et il m'a raconté qu'il a lu tellement de choses sur la Première Guerre mondiale qu'il est devenu en quelque sorte spécialiste de la Première Guerre mondiale et qu'il a fini par être interrogé dans des documentaires qui n'avaient rien à voir avec Kafka parce que il avait intégré toute cette dimension. Ou alors il m'a dit qu'il avait... Kafka, dans sa jeunesse, a vécu une époque d'invention où on a inventé le téléphone, l'électricité s'est imposée partout, l'automobile s'est imposée, et qu'il avait lu une histoire de l'automobile et qu'il disait qu'il serait capable d'écrire une espèce d'essai sur l'automobile, sur la naissance de l'automobile. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est imprégné d'une quantité de matériaux vraiment sidérante, mais parce que tout ça lui était nécessaire pour créer une espèce de portrait à multiples facettes, quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'était finalement ça qui a convaincu aussi ton éditeur à se lancer dans cette publication. Évidemment, 2800 pages de traduction, ça coûte cher. Et moi, j'ai assisté à une table ronde avec ton éditeur, donc au Cherche Midi, qui expliquait que non, c'était pas Kafka en fait qui l'intéressait beaucoup. Moi, je suis proustien, je suis un peu passé à côté de l'œuvre de Kafka jusqu'à maintenant. Ce qui m'a convaincu, c'est cette façon d'écrire une biographie.
Et je voulais te demander justement, Régis, comment vous vous êtes trouvé justement avec ton éditeur après une longue odyssée. Je sais que ça n'a pas été facile en fait de trouver un éditeur en France. Non, ça n'a pas été facile. Et d'ailleurs, comme je dis toujours, j'ai pas trouvé d'éditeur en France pour ce livre parce que moi, j'ai commencé à essayer de le placer en 2018 et j'ai pas trouvé d'éditeur en fait. J'ai essayé chez des petits, chez des gros, mais on m'a toujours soit pas répondu, soit répondu non. Et un jour, j'ai entendu par le biais de Rainer Starr, avec qui j'étais déjà en contact par ailleurs, que quelqu'un avait acheté les droits et que c'était le Cherche Midi. Donc je n'avais strictement rien à voir avec cette histoire. Et c'est Rainer Starr, Dieu merci, Rainer Starr, merci, qui a glissé mon nom dans la machine et qui a fait que j'ai obtenu le contrat, si vous voulez. Mais en fait, j'ai pas trouvé d'éditeur. Ça a été grâce à l'auteur qui a fait la passerelle entre moi et Jean-Pierre Montal que voilà, ça a été possible. Donc tu avais déjà commencé à traduire sans avoir un éditeur. Oui, j'avais déjà fait un dossier, ce qu'on appelle un dossier de présentation. J'avais écrit une longue présentation du texte et j'avais traduit trois chapitres du premier tome. Et j'avais envoyé tout ça à pas mal d'éditeurs, mais voilà, ça n'a pas marché. Et ensuite, ce dossier a convaincu visiblement Jean-Pierre Montal de me confier cette traduction. Ce qui est intéressant, justement pour Rainer Starr, il y a une homogénéité lorsqu'il cite Kafka, parce que voilà, c'est écrit dans sa propre langue, en allemand, mais ce qui n'était pas le cas justement pour la traduction vers le français, parce que Kafka a eu beaucoup de traducteurs en France. D'ailleurs, il y a un livre absolument passionnant sur la traduction des œuvres de Kafka, 10 versions de Kafka, pour voir que c'était vraiment à l'international beaucoup de grands auteurs qui ont traduit Kafka, Celan, Borges, Primo Levi, pour n'en citer que quelques-uns. En France, c'était Vialat, qui était le premier traducteur de Kafka. Après, beaucoup d'illustres traducteurs, comme Georges Arthur Goldschmidt. C'est intéressant d'ailleurs que tu as fait le programme qui porte son nom et dont il est le parrain. Évidemment, Bernard Lortolari. Georges Arthur Goldschmidt adore raconter qu'ils ont fait en même temps en fait, la traduction du procès. Les éditeurs n'ont pas fait attention, en fait. Donc, il y avait 2 traductions du procès, dont une beaucoup plus proche du style de Kafka, un peu cabossé, comme le dit Goldschmidt, et une plus lisse, plus française, de Bernard Lortolari. Donc, là, Kafka ne parlait pas d'une seule voix. Pour toi, il n'y avait pas cette unité-là. Comment tu as fait face à cette difficulté-là ? Oui, effectivement, si j'avais voulu utiliser des traductions déjà existantes, j'aurais été amené à citer des traducteurs et des traductrices différentes. Et ça aurait donné à Kafka des voix changeantes en fonction des extraits. Et moi, je voulais à tout prix éviter ça, puisque Rainer Starr s'efforce de composer un portrait uni de Kafka. Moi, j'avais envie que Kafka parle d'une seule voix. Et donc, j'ai décidé de retraduire toutes les citations de Kafka moi-même, en m'appuyant sur un certain nombre de traductions déjà existantes, voilà, en comparant, ce qui me permet au passage de tordre le cou à l'idée qu'on entend souvent que quand on traduit un auteur, il faut pas forcément, qui a déjà été traduit, il faut surtout pas lire les traductions déjà existantes parce que ça peut vous influencer, etc. Enfin, moi, par expérience, je peux dire que c'est pas vrai. Ça m'a aidé à sentir comment moi je voulais le traduire, enfin comment je voulais, c'est-à-dire comment je pouvais le traduire plutôt. Et du coup, oui, effectivement, j'ai tout retraduit pour que Kafka parle une seule voix, quoi. Impressionnant. Le temps a passé. Je ne sais pas si on a encore le temps de poser 2-3 questions du public. Oui, volontiers alors. N'hésitez pas. La question, c'est que, in fine, vous conseillez de commencer par quel volume ? Ça dépend. Alors, l'introduction du projet biographique, c'est-à-dire la très belle introduction que Rainer Starr a écrite pour ce projet, c'est dans le tome, ce qui s'appelle chez le Cherche Midi le tome 1, le temps des décisions. Donc, si vous voulez entrer dans la biographie par là où Rainer Starr l'a commencé, il faut commencer par le temps des décisions. Après, moi, je lui ai déjà posé cette question. Il m'a dit
les deux sont possibles. On peut commencer par Les années de jeunesse, donc, qui est le tome 3, parce que il y a deux entrées. Soit vous entrez vraiment par l'œuvre, les grandes œuvres de Kafka, qui sont la Métamorphose, le Procès, etc. Donc vous commencez comme lui. Soit vous commencez par sa jeunesse, c'est-à-dire aussi un portrait de Prague qui est très beau. Parce que penser Kafka sans Prague, c'est pas possible aux yeux de Rainer Starr, et pas seulement aux yeux de Rainer Starr. Donc voilà, les deux sont possibles. Lui, il dit que c'est à vous de choisir. Moi, j'ai voulu, la question s'est posée avec le Cherche Midi, est-ce qu'on commence par Les années de jeunesse ou est-ce qu'on commence par Le temps des décisions ? Et moi, je me disais, c'est pas seulement une biographie de Kafka, c'est aussi un travail d'écrivain, et j'ai envie qu'on restitue l'ordre dans lequel Rainer Starr a écrit. Et c'est pour ça que j'ai choisi de commencer aussi par Le temps des décisions, sans compter qu'il y a une introduction dedans, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il a écrit en tchèque aussi, ou uniquement en allemand ? Est-ce que Kafka a écrit en tchèque ou uniquement en allemand ? Non, ses textes littéraires sont uniquement en allemand. Uniquement en allemand, oui. Après, il parlait couramment tchèque, hein, parce qu'il vivait dans un environnement tchèque. Dans sa famille, on parlait allemand, avec... c'était vraiment fluctuant, les bords des langues étaient vraiment fluctuants. Le personnel domestique était tchèque. Les parents Kafka parlaient allemand parce que c'était la langue du prestige, la langue du pouvoir. Et donc lui a, disons, tété très tôt la langue tchèque et il l'aimait beaucoup et il la parlait très bien, ce qui lui donnait aussi une qualification supplémentaire dans son travail. Mais il a choisi l'allemand comme langue d'expression et il ne s'en est jamais écarté. Dans le tome Les années de jeunesse, il y a cette question qui est posée par Rainer Starr. Kafka aurait-il pu devenir un écrivain tchèque ? Voilà. Je vous invite à lire pour connaître la réponse. J'ai éventuellement une question, parce que j'ai pas lu les tomes dans l'ordre, et en fait, est-ce qu'il parle beaucoup du cinéma et de Chaplin et tout ça, Rainer Starr ? Parce qu'on explique souvent Kafka par justement la naissance du cinéma muet, et ces figures sont exactement des figures de cinéma muet, l'exagération des gestes et tout. Et donc, est-ce qu'il en parle ? C'est une question parce que j'ai pas lu le deuxième tome. La question, c'est est-ce que Rainer Starr parle justement d'une naissance du cinéma et ouais, justement, est-ce que ça englobe justement la naissance du cinéma muet ? Est-ce que c'est un sujet en fait dans la biographie ? Oui, tout à fait. Il en parle. Dans les années de jeunesse, il y a un chapitre qui est en partie consacré au cinéma, et c'est éparpillé aussi dans les 3 tomes. Il y a des réflexions sur le lien de Kafka au cinéma, qui allait très volontiers au cinéma et qui adorait se laisser emporter par les films. Il y a eu un livre de Hans Zischler aussi qui s'appelle Kafka va au cinéma, aux éditions des Cahiers du cinéma, je crois, qui nous explique quel film a vu Kafka dans sa vie. C'est un livre assez marrant. Et oui, il y a une composante très cinématographique dans certains textes de Kafka, que ce soit sur le plan de la manière dont il fait bouger la caméra, entre guillemets, mais aussi sur un certain humour qu'il hérite justement de Chaplin et du slapstick de manière générale, des scènes assez bouffonnes et assez grotesques, ce qui me permet au passage de souligner que Kafka est un auteur drôle, au cas où vous en douteriez. Kafka est un auteur très drôle, oui. Parce qu'il avait été fortement marqué très tôt par le théâtre yiddish. Aussi, oui, tout à fait, qui est un théâtre très expressif, visiblement, très gesticulant et très, très criard, et ça l'a beaucoup marqué aussi, oui. J'ai envie de rester sur cette note-là, justement, sur l'humour de Kafka à découvrir, à redécouvrir. Merci beaucoup, Régis Quatreçou. Merci à toi. Merci beaucoup, Claude. Merci, Claude.